dans nos familles, on a tous des rôles prédéfinis. La maman, le papa, les enfants, etc. Ce jeu nous permet en fait de changer de rôle. C'est-à-dire que moi, à tous les jours, je suis la maman. Donc, dans ce jeu-là, je vais prendre le rôle, par exemple, du papa. Et on va avoir comme des mises en situation et des décisions à prendre dans le bien, pour le bien de toute la famille. Leïla, bienvenue dans cet épisode 2 du podcast Calme-toi, les OBNL changent le monde. Épisode 2 de la saison 2, d'ailleurs. Aujourd'hui, donc, je t'accueille. Leïla Senoussi, qui est la directrice générale de l'Institut F, un organisme qui vient en aide et qui soutient les femmes musulmanes à Montréal. Ou peut-être même ailleurs au Québec. En tout cas, on va en découvrir un petit peu plus sur toi. Je te laisse un peu nous donner plus d'infos sur ce que tu fais, qui vous êtes. Alors, l'Institut F, c'est un organisme pour et par les femmes musulmanes qui, en fait, on est les seuls à faire ce qu'on fait dans toute la province du Québec. Okay. C'est 11 femmes qui travaillent vraiment auprès, comme je disais tout à l'heure, de femmes musulmanes là, sur plusieurs volets. Donc, l'idée, c'est que pour l'Institut F, si la femme va bien, tout va bien. Donc, on travaille sur 3 niveaux différents. Le premier, c'est vraiment individuel. Et dans ce cadre-là, on a le programme clé qui est cultiver son leadership d'excellence. Okay. Donc, c'est un programme sur 9 mois où on accompagne les femmes à vraiment se positionner sur ce qu'elles veulent dans la vie, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, sur la prise de parole en public, l'agentivité, tout ce qui est leadership, réseautage, vraiment plusieurs volets là, qui va leur permettre à la fin de, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant, ça va beaucoup les accompagner. Okay. On est à notre 5e cohorte. À chaque cohorte, c'est une vingtaine de femmes à chaque fois. Et à date, ça fait une 5e année. Et la particularité, c'est que l'année passée, on a démarré comme des sessions de pitch. C'est-à-dire que les cohortes étaient divisées par petits groupes et elles préparaient un projet communautaire qu'elles devaient pitcher à la fin, donc lors du gala de clôture du programme, devant des membres du jury. Donc, de mémoire, là, sur les 5 projets, il y a eu 3 gagnants. Et un projet qui veut être concrétisé en OBNL ou en organisme. Donc, c'est quand même... c'est pas rien. C'est pas rien, en soi. Le deuxième niveau, c'est la famille en harmonie. Donc, ça, c'est vraiment plus au niveau familial. Donc, la relation entre les enfants et les parents dans la période d'adolescence. Donc, la période la plus compliquée avec les enfants pour tout parent, où ce dernier veut vraiment devenir autonome, se détacher peut-être un peu de l'autorité parentale et de ce qu'on lui apprend. Donc, on vient vraiment travailler sur cette relation-là de la confiance, comment l'adolescent, durant cette période, va réfléchir, comment il va se positionner et que les décisions des parents aussi, ils doivent, s'adapter à cette période-là. D'ailleurs, dans ce cadre-là, on a l'équipe à FH a mis en avant ce jeu Nessige qui est en fait comme un jeu de rôle en soi. C'est-à-dire que dans nos familles, on a tous des rôles prédéfinis. La maman, le papa, les enfants, etc. Ce jeu nous permet en fait de changer de rôle. C'est-à-dire que moi, à tous les jours, je suis la maman. Donc, dans ce jeu-là, je vais prendre le rôle, par exemple, du papa. Et on va avoir comme des mises en situation et des décisions à prendre dans le bien, pour le bien de toute la famille. Et en fait, ça allume des lumières en disant, OK, moi aujourd'hui, en tant que dans le rôle du papa, il y a peut-être des décisions que je ne vois pas au quotidien. Je prends pas le même rôle que la maman. Si la maman, au bout d'un moment, a une charge mentale, a beaucoup de travail à faire au quotidien, comment je peux, moi, venir l'aider et faire un petit peu balance quand elle est fatiguée ou surmenée. Ça permet aussi aux enfants de comprendre pourquoi les parents prennent ce type de décision.
c'est pas juste pour les embêter. C'est pas parce qu'on veut pas qu'ils sortent jusqu'à 23h ou minuit, mais c'est pour leur bien. Donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que le jeu a été créé. Dans un premier temps, ça a vraiment été créé comme un outil de sensibilisation pour le programme Famille en harmonie. Et on s'est rendu compte que ça pouvait pas être juste à l'interne, qu'il fallait qu'on le montre à tout le monde. Et c'est vrai qu'il est destiné initialement pour les familles musulmanes, mais il peut être joué par toute famille confondue. Ok, en plus, je lis à l'arrière, c'est comme une partie dure quoi, 30 minutes? À peu près, oui. C'est ça. C'est très rapide. C'est pas un Monopoly qui va durer 6 heures. Du tout. Où on va finir à tous se détruire les uns. Non. Pas du tout. Et en plus, c'est qu'en fait, on peut suivre l'évolution de jeu en jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'il fallait qu'on travaille. Donc, on peut la travailler durant la semaine. Et la fin de semaine d'après, on aura rejoué et on va voir est-ce que cette chose s'est améliorée. Ah, c'est bon, ça. Donc, c'est vraiment sur le long terme qu'on essaye de travailler ça. Wow. Et enfin, le troisième volet, c'est le programme Espace féminin pluriel, qui, lui, en fait, on a décidé de travailler sur notre environnement. Dans ce cadre-là, en fait, on a décidé d'approcher d'abord les centres et organismes pour femmes, qui, elles, reçoivent des femmes de toute origine, de toute ethnie, etc. Et comment, en fait, on peut accompagner ces employés, donc ces intervenants et intervenantes de centres et organismes pour femmes, à mieux accueillir, déjà, à mieux comprendre les femmes utilisatrices de ces centres-là et comment mieux les outiller et comment mieux les accepter aussi. En fait, c'est de travailler vraiment sur des fois les biais qu'on peut avoir et ou les biais ou peut-être les informations qu'on entend parce qu'on n'a pas autour de soi une femme musulmane, on ne sait pas qu'est-ce que c'est quoi cet extraterrestre qui n'est pas comme nous là. C'est un petit peu ça. Et je peux le comprendre avec tout ce qu'on entend dans les médias, etc. Ça peut paraître à confusion. Donc, c'est vraiment de les outiller, ces intervenants, à c'est quoi une femme musulmane? Comment on peut lui venir en aide? Mais aussi comment se positionner si elle subit du racisme et qu'on est témoin de ça. Comment on peut l'accompagner et la protéger? Et de l'autre côté, c'est comment ces femmes utilisatrices, on peut nous les outiller à mieux réagir face à ces comportements qui peuvent être racistes, mais aussi à mieux naviguer dans leur environnement. C'est quoi un organisme, centre et organisme pour femmes? Comment ça fonctionne? C'est quoi mes droits en tant que femme dans la société et dans cet organisme-là? Donc vraiment, on essaye un peu de les deux volets à les mettre sur la même table et qu'ils puissent parler ensemble, se comprendre. Et on a l'autre volet toujours dans l'environnement, c'est auprès d'entreprises, donc PME, PMI et plus grandes, là, dans le cadre de tout ce qui est équité, diversité et inclusion. Donc, on vient former les employés sur toujours nos biais, notre positionnement en tant qu'employé, comment mon collègue en face de moi vient d'une culture ou d'une religion différente que moi, mais vraiment trouver comment je peux quand même l'accompagner et l'aider à mieux se sentir dans l'environnement d'entreprise. Wow. Donc aujourd'hui, l'Institut F, c'est 11 femmes qui travaillent, qui montent leurs ateliers au quotidien, qui essayent d'accompagner au mieux qu'elles peuvent la société à mieux gérer le quotidien de ces femmes-là. C'est pas rien. Attends. C'est pas rien. Donc, si je comprends bien, 3 volets chez l'Institut F qui représentent en gros la femme avec elle-même, la femme dans sa famille, exactement, et la femme au travail. Ou dans son environnement. Exactement. Plus grandement. Oui. Donc ça, en 5 ans... En 5 ans, vous avez... C'est beaucoup de travail. J'imagine. Mais avec tout ça, est-ce que tu es capable déjà, sur les 5 dernières années, ou globalement en ce moment-là, l'impact que vous avez réussi à toucher combien de personnes, combien d'entreprises? Alors, je peux dire déjà sur l'année passée, ne serait-ce que ça, là, on a touché à peu près 400 participantes en tout et pour tout, 400 femmes. On a une centaine de membres réguliers, donc membres réguliers, c'est des femmes musulmanes, des personnes alliées qui ne sont pas forcément des femmes musulmanes, toujours sur ces 3 programmes-là. Okay. Et au niveau des entreprises elles-mêmes, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire. On a été sollicité l'année passée, mais on a travaillé avec
4 organismes en tout et pour tout pour former toutes leurs équipes. Ouais, c'est pas... Voilà. C'est pas rien. Donc 4 organismes accompagnés. Oui. Est-ce que vous avez travaillé aussi avec plus de public, paragouvernemental ou... En fait, dans ces entreprises-là, c'est beaucoup, je veux dire, c'est considéré comme des OBNL, mais beaucoup plus grosses. Ok. Voilà, c'est vraiment... et des organismes publics. Okay. Voilà, donc c'est ça. Bah, je peux les nommer, là. Il y a l'université de mémoire, là, l'université de... Enfin, non, la CSDM de Longueuil, okay. on a formé leur équipe, mais aussi l'université Laval à Québec. Oui. C'est ça. Vous avez formé qui à l'université Laval à Québec? Les employés, l'équipe administrative. Ah, quand même. Voilà. On a fait des ateliers là-bas. Donc 400 femmes, plusieurs organismes, plusieurs entreprises. Oui. Et est-ce que vous avez des volontés de continuer un petit peu dans ce sens-là en ce moment? Comment ça se passe? Totalement. C'est vraiment dans notre optique. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que malgré qu'on est censé être présent sur toute la province du Québec, c'est qu'aujourd'hui, notre capacité est uniquement sur Montréal-Périphérie. Et qu'on est connu uniquement sur Montréal-Périphérie. On ne touche pas forcément toutes les femmes musulmanes, malheureusement. On voudrait vraiment approcher beaucoup plus des communautés autres que le Maghreb, que l'Afrique. Mais pour ça, on a besoin vraiment d'aller soit faire tous nos programmes en anglais, parce qu'il y a une grosse communauté anglophone aujourd'hui qui n'est pas touchée. Donc, voilà. C'est un autre volet. Et peut-être aller à Québec, faire plus d'ateliers. Comme je disais à l'équipe, pourquoi dans 2 ans ou 3 ans, on n'aurait pas une succursale à Québec ou une succursale en Ontario? Pourquoi pas? Tout est faisable. Je suis bien d'accord. Voilà. Puis, pour apprendre un peu mieux à vous connaître à l'Institut F, dans votre travail aujourd'hui, qu'est-ce qui vous demande comme beaucoup d'énergie? Qu'est-ce qui vous demande beaucoup de présence, de travail sur la mission que vous vous êtes donnée avec cet organisme? Alors, il y en a beaucoup, mais si je dois en nommer que 2, là, je dirais que c'est les financements. Je pense que beaucoup d'OBNL ont cette problématique-là, c'est pas nouveau. Mais les financements pour notre secteur à nous, il y en a pas énormément. Et très souvent, faut aller vraiment vers les fondations privées pour ce type de financement-là. En ce moment, vous êtes financé par, pas si c'est pas indiscret, hein, mais oui, alors nos gros bailleurs de fonds, on a la Fondation Chagnon, la Fondation Paty, la Fondation McConnell, on a la Fondation canadienne des femmes et Patrimoine canadien. Voilà. On a vraiment ces 6 bailleurs-là qui sont avec nous depuis le démarrage pour certains, là, depuis le premier jour. Donc voilà. J'ai envie de dire, vu ce que vous produisez, vu ce que vous créez comme impact, ils ont bien raison de vous financer. Maintenant, si on va un peu plus sur, comme je disais, sur votre quotidien, donc on parlait de problèmes pas problème, mais difficultés. Oui. Au niveau du financement, est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre quotidien de travail, de monter des ateliers? Je dirais que le plus compliqué, c'est pas tant de monter des ateliers ou de trouver les thématiques. Ouais. C'est vraiment des fois de pouvoir expliquer aux gens qu'on a en face de soi que de dissocier en fait la personne musulmane ou la femme musulmane qu'il a en face de soi et de toute de tout ce qui est actuellement sur les médias, de comment on parle sur la religion, etc. Donc, et ça, c'est ce qui impacte le plus aujourd'hui l'équipe, parce qu'elle peut être amenée à faire effectivement des ateliers auprès de personnes qui ne sont pas forcément musulmanes ou qui n'ont pas autour d'eux des personnes musulmanes. Et elles sont sujettes à des questionnements, vraiment, des fois qui remettent peut-être en question certaines questions, là, mais qui peuvent être vraiment très pointues et très malaisantes. Est-ce que tu me permets de te questionner un petit peu à ce sujet? Parce que moi-même, musulman, puis moi-même, c'est une question qui m'interpelle. Par exemple, sûrement vous avez ces questions quand on vous parle de laïcité. Quand on vous demande clairement, c'est quoi de la laïcité? Ou alors, moi, je me fais une idée de la laïcité qui n'est pas exactement celle qui est dans la loi, qui est écrite. Comment vous répondez à ça? En fait, on garde beaucoup ce qui est... on essaie d'expliquer en fait la loi actuellement. Même si des fois, on n'est pas là pour ça.
Mais on se retrouve un petit peu à être, malheureusement, le porte-parole de tous les musulmans, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut, ou c'est pas notre rôle non plus. Mais c'est vraiment d'expliquer, la loi dit ça. La laïcité, ce n'est pas effacer toutes les religions. C'est au contraire, c'est le vivre ensemble. L'État ne doit pas mettre une religion, avantager une religion par rapport à l'autre ou désavantager une vis-à-vis de l'autre. C'est vraiment, encore une fois, c'est personnel, c'est soit comment nous, on voit les choses. On n'est pas là forcément pour imposer certains choix ou certaines décisions. C'est vraiment des décisions que nous, on prend pour nous. Là. Ouais. Voilà. Ben, merci, c'est important. Puis, mettons, si on faisait un petit FAQ, on faisait un petit FAQ des grandes questions qu'on vous pose dans des ateliers ou quand quelqu'un vous appelle à l'Institut F et aimerait intégrer une cohorte. Oui. C'est quoi les grandes questions qu'on vous pose? Alors, là, récemment, on a fait, avant de faire de sortir les ateliers pour le programme Espace féminin pluriel, on a fait un rapport. Okay. C'est-à-dire qu'on est parti questionner les centres et organismes pour femmes, les femmes utilisatrices de ces centres-là. C'est sur quel sujet? Quelles sont les questions que vous vous posez le plus? C'est pour vraiment pouvoir identifier leurs besoins et les former, les accompagner sur ce besoin-là. Je dirais que les questions qui reviennent le plus de personnes non musulmanes qui n'ont pas autour d'eux des personnes musulmanes, c'est quoi votre positionnement sur le voile? C'est quoi votre positionnement sur des sujets plus spécifiques du genre le sujet de l'avortement, le sujet sur les communautés LGBT. C'est quoi votre position en tant qu'Institut F? On vous le demande clairement, ça? Oui. Wow, okay. On peut nous poser cette question-là, effectivement. Okay. Je mets de côté les questions du genre, vous venez d'où? C'est quoi vos origines? Ça, c'est vraiment très basique. Ça, c'est 101. Voilà, exactement. Okay. On peut avoir aussi des biais très communs. Le biais le plus souvent eu, c'est s'il y a beaucoup de femmes utilisatrices de centres et organismes, par exemple pour femmes qui subissent de la violence, si c'est beaucoup de femmes musulmanes qui utilisent ça, ça veut dire que tous les hommes musulmans sont violents. Ça, c'est vraiment le raccourci le plus courant qu'on a eu. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas. Non. Il y a des personnes violentes partout, dans toutes les religions, ou pas du tout, mais ça n'a rien à voir là. Exactement. Sinon, je dirais que c'est vraiment ça. C'est notre position par rapport à certains sujets d'actualité. C'est vraiment les questions qu'on peut avoir. Du moins, l'équipe FP peut avoir aujourd'hui, parce que c'est elle qui fait le plus d'ateliers avec des personnes non musulmanes. Donc, et elles doivent donc des fois répondre ou se positionner ou voir comment répondre à ce type de questions sans forcément, encore une fois, être le porte-parole de tous les musulmans, parce qu'on reste des humains. On peut avoir le même sujet, avoir des différents, avoir des points de vue différents. Donc, voilà. Ah, mais c'est important de le rappeler et puis de le présenter. Merci en tout cas de nous l'amener de cette manière aussi claire. Concernant les équipes, justement, qui font ce travail-là, puis je propose qu'on commence un peu avec les... Non, on va commencer par toi, en fait. Je change, tiens. On va commencer par toi. Comment vous faites pour prendre soin de vous là-dedans? Toi, déjà, Leïla, en tant que directrice générale, comment toi, tu fais pour prendre soin de toi? C'est une très bonne question. Parce que faut savoir que moi, initialement, je faisais partie du conseil d'administration. Okay. Et j'ai pris la direction normalement par intérim. J'étais censée rester là juste 3 mois, le temps de trouver une autre personne. Sauf que ça m'a pris 9 mois. Je suis toujours là. Voilà. Comment je fais pour prendre soin de moi? C'est une question que je me suis très souvent posée parce que ce n'était pas forcément mon domaine. Je ne viens pas du domaine de l'OBNL. Initialement, je suis en ressources humaines. Donc, la gestion financière des OBNL, les bailleurs de fonds, c'était quelque chose de vraiment tout nouveau pour moi. Donc, il fallait vraiment que je m'imprègne de comment ça se gère une OBNL. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi? Et de trouver aussi l'organisme dans un moment de transition où on est carrément en
C'est vrai que le mot de cette année, c'est restructuration. On est vraiment à rebâtir notre base, là, en soi. Ce qui est, soit dit en passant, au bout de 5 ans d'existence, qui est normal. C'est normal. De restructurer parce qu'on se rend compte que ce qu'on a voulu faire au début n'est pas exactement... C'est pas forcément le même, exactement. Ce qu'on attend de nous. Et les visions changent aussi, les lois changent. Donc, ça fait qu'on est obligé de s'adapter aussi à notre environnement. Donc, on n'a pas d'autre choix. Je dirais beaucoup la famille. Étant maman de 3 enfants, avec différentes d'âge, de gap, là, c'est surtout mes fins de semaine. J'essaie vraiment de passer le plus de temps avec ma famille. C'est une période assez... à un moment, j'ai eu du mal, mais là, ça va beaucoup mieux. Donc, j'essaie de passer du temps le plus avec ma famille possible. C'est ça, comme ça que j'arrive à me régénérer, que le lundi, j'arrive d'accord. C'est pas rien. Oui, pas rien. C'est un deuxième shift. Je peux le comprendre. Voilà. Mais donc, toi, Leïla, c'est la famille qui t'aide à te ressourcer. Est-ce que à l'Institut F, vous avez des choses en place pour, en tout cas, aider tes employés? Donc, tu dis vous êtes 11. On est 11. Ça doit être pas rien, puis tu l'as nommé un petit peu les défis auxquels tes employés sont confrontés. Est-ce qu'elles ont un moment, elles ont un espace, elles ont des pratiques, vous avez mis en place des choses pour prendre soin de vous? Il y a eu un accompagnement psychologique qui a été proposé à l'équipe. En transition? En période de transition, effectivement. Elles ont accès à des... elles savent qu'à tout moment, elles peuvent venir parler à la direction s'il y a quelque chose qui les dérange ou elles ont subi quoi que ce soit. Là. Qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que si elles sont capables de venir me parler, c'est que au niveau de la direction, j'ai réussi à amener ce terrain de confiance-là pour qu'elles osent venir me dire, écoute, t'as dit telle chose ou il s'est passé telle chose et je suis pas à l'aise avec ça. Je reste quand même à l'écoute dans le sens où si une employée va me dire, écoute Leïla, je me sens pas bien, il y a durant un atelier, il y a eu tel événement et je peux pas. J'ai besoin d'une coupure. C'est une flexibilité qui est réciproque. C'est-à-dire que je m'attends à ce que mon équipe soit disponible quand j'en ai besoin, mais l'inverse aussi est correct. C'est-à-dire que le jour où elles ont besoin de temps pour elles, je le leur accorde aussi. Donc c'est un bon deal, ça. Hein? Je dis pas qu'on est parfait. On pourrait proposer plus, effectivement. Mais encore une fois, en OBNL, avec des budgets très restreints, on peut pas non plus faire autant de choses que si on était en plus grosse entreprise. On n'a pas de billard, on n'a pas de baby-foot. Mais... on va se dire franchement les choses. Hein. C'est pas un billard ou un baby-foot qui fait qu'on se sent mieux au travail. Ça peut être bien, ça peut être le fun. Est-ce que c'est ça qui va faire que justement, t'es une employée qui a mal vécu un atelier, elle le vive moins mal? Non, je pense pas. Voilà. Ok, donc tout ça pour vous aider justement à prendre soin de vous. Puis bravo déjà de faire tout ce que vous faites, puis de réussir à avoir une vision un peu claire et lucide, j'ai l'impression, de notre société. Aujourd'hui, avec ta participation à ce podcast, l'idée, c'est aussi de mettre de l'avant l'Institut F, le super jeu de société, que d'ailleurs, c'est le mien, en fait. On ne l'a pas dit, mais c'est le mien. Le jeu de société, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui pourrait vous aider, justement? Quel levier on pourrait tirer pour vous aider à mieux faire votre travail demain? Je dirais que je vais rester très... Puis ça peut être très terre-à-terre. Oui, c'est très terre-à-terre ce que je vais demander. Peut-être ce dont aujourd'hui on a besoin. Ouais. Mais je dirais que pour pouvoir travailler avant ça, on a besoin d'outils. Ouais. Donc, ne serait-ce que des ordinateurs, là, c'est quelque chose dont comme je disais, c'est peut-être basique. Non, vraiment, c'est important. Mais on s'entend que sans ordinateur, monter des ateliers, faire des ateliers en ligne, etc., c'est plus compliqué. Ouais. Aussi faire connaître l'Institut F, parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi connu que ça. Alors qu'encore une fois, comme je le disais au début, on est les seuls à faire ce qu'on fait aujourd'hui pour la communauté, pour les femmes musulmanes. Donc, c'est aussi d'être plus connu, même si, comment dire, si des fois on ne peut pas forcément, on a des demandes des fois où on ne peut pas peut pas y répondre. Genre, j'ai une femme musulmane qui me dit, écoute, moi je cherche de l'emploi, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Malheureusement, on ne peut pas lui dire, oui, on peut t'accompagner, ou on ne peut pas. C'est pas dans notre domaine. On le veut bien, mais on ne peut pas. Mais c'est vraiment de pouvoir aussi avoir des partenariats peut-être avec d'autres organismes qui
qui peuvent être complémentaires à nous pour pouvoir... OK, une femme musulmane vient vers nous, sinon on ne peut pas l'accompagner. Vers qui on va l'envoyer? Ne pas la laisser dans le flou. Le flou artistique montréalais. Exactement. Dire, OK, je fais quoi maintenant avec ça? C'est de pouvoir aussi accompagner ces personnes-là, ne serait-ce que lui dire, il y a tel organisme qui peut peut-être t'aider. Vas-y, va de la part de l'Institut F, tout simplement. Et donc, ça aussi, c'est vraiment de serrer les coudes entre soi en reste des organismes. Là, Est-ce qu'il y aurait des organismes spécifiques que vous avez ciblés, toi et ton équipe, qui pourraient justement donner le coup de pouce, le coup de main, le coup de jambe, le coup de pied que vous pouvez pas donner aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des organismes, des types d'organismes que vous ciblez aujourd'hui? Beaucoup d'organismes féminins, de femmes. C'est vrai que nous, dans nos locaux, je vais dire, les locaux dans lesquels on est aujourd'hui, c'est des locaux qui accueillent beaucoup d'organismes féministes. Okay. Donc, on est, à quelques exceptions près, on va dire presque toutes que des femmes dans cette bâtisse-là. Mais c'est de se dire comment nous, on peut s'entraider. Ça peut être des tables de quartier, ça peut être des centres et organismes pour femmes, même si c'est pas forcément dédié que pour des femmes musulmanes, mais ne serait-ce de comprendre et de pouvoir les accompagner. Ça peut être aussi des fois, très souvent, les demandes qu'on a le plus souvent. Je cherche de l'emploi. Est-ce qu'il y a un organisme qui accompagne les femmes très terre à terre aussi, hein? Comment rédiger mon CV, comment me présenter, comment faire une entrevue, tout ça. Est-ce qu'il y a un organisme qui... je veux monter mon entreprise en tant que femme musulmane. Je veux être dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose. C'est une belle niche. C'est une belle mission. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui qui accompagnent les femmes à aller vers l'entrepreneuriat? Donc, c'est vraiment d'être comme un point central pour pouvoir renvoyer les gens vers ce dont ils ont besoin. Donc, c'est un petit peu ça. Wow. Bah écoute, je pense que le message est passé. Merci. Merci à toi. Leïla. Avec tout ça, j'ai envie de finir sur une autre question. Oui. Est-ce qu'il y a une petite histoire, quelqu'un qui t'a marqué personnellement depuis que tu es à l'Institut F, une femme qui a utilisé tes services ou quelqu'un qui a utilisé les formations, les ateliers que vous proposez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué? Une histoire. En fait, sans nommer la personne. Il y en a beaucoup là, mais je dirais que on les voit beaucoup plus dans la cohorte clé, donc cultiver son leadership d'excellence. C'est une femme qui avait commencé qui a démarré la cohorte en se disant je vais voir ce que ça va donner. J'ai besoin de m'occuper, j'ai besoin de faire quelque chose, de ne pas rester. Et je verrai par la suite si ça tombe vers de l'emploi ou vers de l'entrepreneuriat. Elle était vraiment dans... Je ne sais pas ce que je vais faire dans la vie. Et à la fin, en fait, entre le premier jour de l'atelier, du démarrage clé, et quand je vois cette personne-là au dernier jour de la cohorte, au niveau du final, là, du gala clé, comment la personne a pitché. Déjà, c'est deux personnes totalement différentes. Alors, très souvent, je leur dis, il faut que je vous filme le premier jour et que je vous filme le dernier jour. Je ne serait-ce que pour vous donner l'image. Et tout de suite après, elle a démarré son entreprise. Ça veut dire qu'elle a commencé à être travailleur autonome dans un secteur et maintenant, elle se retrouve en fait à faire tout autre chose que ce qu'elle avait prévu de faire initialement. Parce qu'elle se fait solliciter par la communauté et des personnes qui sont hors communauté aussi. Donc, et je l'ai vu tout récemment à un événement qui s'appelle le Ramadan Expo, qui s'est déroulé à Laval. Et elle était là. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on nous voit, on dit merci pour ce que vous avez fait, alors que des fois, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose ou de ne pas avoir fait assez. Mais c'est juste, on a juste mis peut-être une petite étincelle dans la personne qui a fait que ça a ouvert un petit peu plus leurs horizons. Wow. Donc, c'est ça. Écoute, Leïla, merci. Merci de nous avoir montré comment l'Institut F change le monde à son niveau. Le jeu Nassige,
qui est en vente, il me semble. Qui est en vente, On qui est peut- disponible sur notre site web, vente en ligne directement, oui. Ouais, le site web qui est institutf.org. Institutf.org, Oui, pardon. institutf.org. Encore merci Leïla d'avoir participé à ce podcast. Merci. On se revoit très bientôt et je te J'espère. souhaite une très belle continuation avec tes équipes. Merci.